Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis l'AREF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp. Votre invité à présent, c'est Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors, c'est l'objet, ça tombe bien, de votre intervention ici au MEDEF. Ce que cette crise vous a appris, vous serez avec d'autres grands dirigeants. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, une seule leçon, un seul enseignement, vous garderiez quoi ? L'importance d'être agile. L'importance d'être agile et de savoir s'adapter. Et je crois que les banques et la Société Générale ont su s'adapter vite pour accompagner les clients. Je prendrai le PGE, nouveau produit. En 10 jours, il a été défini et on a lancé la commercialisation. Avec des couacs au début, mais c'est normal quand on lance aussi vite. Oh, très peu de couacs. Hein. Honnêtement, je trouve vraiment que c'est une vraie réussite. On est à 122 milliards de demandes. C'est nettement plus que la production 500 000 entreprises. Plus 679 000 entreprises concernées. Donc vraiment une super réussite. Donc très forte agilité d'un point de vue commercial. Et puis dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Parce que très vite, on a dû basculer dans des modes nouveaux de fonctionnement. On s'y est mis tous ensemble et ça a marché. Et ça, c'est quand même absolument extraordinaire. En quoi cette crise va changer votre façon d'être banquier ? Je ne suis pas sûr que la crise change la façon d'être banquier et les fondamentaux. Au sens, l'accompagnement des clients, par exemple. Et on a une formidable opportunité. On a eu une formidable opportunité au pic de la crise. Et on va l'avoir à nouveau dans un deuxième mi-temps qui va être comment on aide les entreprises à effacer les traces. Les stigmates. Mais par contre, elle accélère des tendances. La digitalisation, le fait que nos clients pendant 2 mois n'aient pas été en agence. Il y a un avant et un après, il y a un pli qui a été pris sur ce canal digital. On est bien placé pour le savoir sur Boursorama. C'est beaucoup dire et c'est peut-être moins le cas en France qu'ailleurs. Nous, on l'observe ailleurs. Ce qui est fascinant dans cette crise, c'est que le même sujet a touché tous les pays dans le monde, à un moment ou à un autre. Mais on observe par exemple plus de migration vers le digital en Russie qu'en France. Les Français ne sont pas ceux qui basculent le plus vite. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même un après parce qu'on a acheté en ligne pour se nourrir. On a sûrement consommé des services bancaires en ligne. On a payé sans contact encore plus qu'avant. Bref, ça va rester. Dans cette crise, il y a des provisions qui sont mises de côté par les banques. On a vu 10 milliards d'euros premier semestre pour les 6 plus grosses banques françaises. Pourquoi ? Parce que si d'aventure, les clients étaient amenés, en particulier l'entreprise, à ne pas rembourser. Est-ce que ça sera suffisant au cas par cas, encore une fois ? Est-ce que chaque banque met cette politique en son sein, mais est-ce que le coût du risque, notamment la Société Générale, est-ce que c'est 1,3 milliard, je crois, de provisions au deuxième trimestre Oui. On se dit que le pire est derrière ou qu'il y aura encore Est-ce que le coût du risque sera inférieur au second semestre sur cette même tendance ? Alors oui, nous on l'a dit clairement. Il faut bien comprendre que le coût du risque du premier semestre… 2 milliards en tout. Plus de 2 milliards, 2 milliards d'euros, c'est des défauts constatés. Mais c'est la mise en place d'une norme comptable qui nous dit essayez de provisionner pour les défauts à venir sur l'année. Et là, c'est plus Donc difficile. on a pas loin de la moitié du coût du risque du premier semestre qui est des défauts qu'on anticipe. Vous êtes en train de me dire que vous avez trop provisionné, là où certains n'ont peut-être pas assez provisionné. Non, j'ai rien de ça. Mais par contre, chacun fait sa sauce, ses scénarios, etc. En revanche, ce qui est très clair, on l'a dit au marché, c'est que nous, on a 2,2 milliards sur le premier semestre et on s'attend à peu près à 3,7 milliards sur l'ensemble de l'année. 3,5 milliards, 3,7 milliards. Donc, le deuxième semestre sera plus faible que le premier. Mathématiquement. La BCE, autre sujet dans l'actualité, la BCE, on est au cœur de l'été, qui nous dit elle maintient le gel des dividendes versés par les banques, et ce jusqu'à la fin de l'année. Sachant qu'on a compris que le superviseur reverra sa position, a priori, au 4e trimestre. Est-ce que vous comprenez, ce n'est pas nouveau, c'est une prorogation de ce qui existe déjà, la position de la BCE, parce qu'en gros, elle dit je fais ça, mais c'est pour le bien des banques, c'est pour les protéger, pour qu'elles soient plus à même d'encaisser éventuellement des pertes sur leur crédit, de prêter à l'économie. D'accord, pas d'accord, déçu? Je comprends et nous avons tous compris et d'ailleurs appliqué la recommandation en entrée de crise, parce qu'on ne savait pas quelle était l'ampleur. Moi, je constate en tout cas quand même qu'au premier semestre, le niveau de capital des banques, la manière d'absorber, elle est plutôt rassurante. Cette crise d'une ampleur hors norme,
n'a pas déstabilisé la solidité des banques. Et nous, par exemple, on affiche un ratio de capital au fin de premier semestre excellent. Donc, ce qui m'a un peu surpris, c'est que dès juin, ils aient conforté l'idée d'eux, on aurait pu attendre la fin de l'année. Et on ne sait jamais d'ailleurs. Peut-être qu'en fin d'année, ils se diront qu'au fond, oui, il y a moins d'incertitudes, etc. Donc, on comprend. Maintenant, il faut être clair, d'un point de vue actionnarial et pour nos investisseurs, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Et surtout que la règle du jeu soit soumise à une forme d'arbitraire. Il faut qu'on arrive à reclarifier les règles du jeu pour... Et faire du cas par cas? Le cas échéant, mais le cas par cas, c'est quoi? On a une règle, parce qu'il y a un niveau minimum de capital en deçà duquel on ne peut pas distribuer de dividendes, qui s'appelle le MDA. Or, on affiche, nous, par exemple, un niveau au-dessus du MDA de 2,5% de plus. C'est une marge considérable. Alors même quand justement on expliquait il y a une minute qu'on a mis de côté énormément de provisions. Donc autant la décision de la BCE se justifie en début de crise, autant aujourd'hui ça mériterait... Moi j'aurais attendu, personnellement j'aurais plutôt attendu la fin de l'année pour trancher définitivement. Je leur suggérerais d'attendre la fin de l'année pour revoir si oui ou non il y a encore suffisamment d'incertitudes et en tout cas très vite clarifier les règles de jeu pour 2021. Ouais, parce qu'on se dit qu'éventuellement elle reverra sa position mais pas avant le... Enfin, oui, pas avant la fin d'année. On sait déjà à quel moment À la fin des fins. Vous êtes investisseur d'une banque, bon, cet argent qui n'est pas distribué, il reste dans la banque, il ne disparaît pas. Le sujet, en revanche, c'est d'assez vite d'expliquer à nos actionnaires dans quelles conditions on pourra recommencer la distribution. Ça, c'est important. Et le problème, si vous voulez, c'est pas seulement l'Europe. Le problème, c'est qu'il y a l'Europe et les États-Unis. Oui. Et quelque part... Ça nuit à la performance boursière des banques européennes. C'est certain. C'est certain. Les investisseurs nous le disent, le fait de ne pas savoir et au fond de se dire qu'il y a plus de risques que ça se reproduise ou que ça dure en Europe par rapport à ce qui ne s'est pas fait aux États-Unis, oui, ça joue. Ouais. Avec des banques, on le voit, qui trinquent en bourse, les banques européennes, qui font en gros deux fois moins que le CAC 40. Ils sont trop sévères, les investisseurs, à l'égard des banques européennes, où finalement c'est quand même logique parce qu'il n'y a plus de dividendes et qu'ils comptaient justement sur ces dividendes. Il y a des investisseurs qui comptaient sur les dividendes qui sont certainement sortis parce qu'ils ne pouvaient pas garder une entreprise qui ne verse pas de dividendes puisque leur vocation est d'avoir un dividende pour rémunérer les investisseurs qui leur confient leur épargne. Donc oui, ça a dû jouer. Deuxièmement, il est probable, et c'est ça le sujet, que puisse s'instaurer à long terme cette espèce de sentiment que par définition, les décisions prises aux États-Unis seront plus business-friendly, market-friendly qu'elles sont en Europe. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ensuite, que les perspectives de croissance soient différentes. La BCE ou c'est quelque chose qui sort de son scope? Oui, je pense qu'elle en a conscience. Bon, ensuite, elle navigue entre différents enjeux, etc. Mais ça, en tout cas, c'est ce qu'on leur dit. Il faut... Et pourquoi? À la fin des fins, la valorisation, c'est quand même important. Parce que si un jour il faut aller chercher de l'argent nouveau, frais, eh ben, c'est plus difficile de le faire dans les conditions actuelles. Parce que nos investisseurs nous diront mais vous êtes fous, vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Ouais, avec des valorisations sur les banques européennes qui ont atteint un niveau, alors je ne suis pas un expert, mais on se dit c'est quand même historiquement, certains diront ridiculement bas. Le marché anticipe pour la moyenne des banques européennes une diminution des fonds propres de moitié, en moyenne de moitié, dans les années à venir. On se dit, est-ce que c'est pas excessif? C'est en cela que là, c'est totalement excessif. Aujourd'hui, ces valorisations ne veulent pas dire grand-chose. Et on peut le comprendre parce qu'il y a l'incertitude liée au Covid, cette incertitude sur les règles du jeu, sur les dividendes, encore quelques incertitudes réglementaires. Donc ce qui est important, c'est que le plus vite possible se clarifient les règles. Et en fait, il y a une formidable opportunité pour le faire aussi. Parce que si les banques montrent qu'à l'issue de cette crise, elles ont su absorber le choc, mais c'est la preuve que effectivement ce nouveau cadre réglementaire fonctionne. Ouais. Et donc on peut être rassuré et que les niveaux de capital ont bien tenu, que les systèmes sont robustes et qu'on peut permettre de repartir sur la distribution des dividendes. C'est un peu l'ironie du sort, c'est qu'on s'est vu en début d'année, le cours de l'action était à 30 et c'est vrai qu'au-delà de la Société Générale, les valorisations des banques commençaient à se normaliser, vous êtes d'accord? Oui, avant la crise. Bien entendu. Donc c'est ajouté effectivement ce sujet général d'incertitude sur la crise, avec encore des incertitudes sur le coût du risque, ce sujet de dividendes, et puis pour nous, sur un comportement spécifique de nos activités de marché, sur les dérivés actions, cet impact sur lequel on travaille et sur lequel on a apporté la réponse stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai envie de comprendre sur les dérivés actions. Ça a été la vache à lait pendant des années de la Société Générale qui était leader, enfin des leaders mondiaux sur ce segment-là. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement là?
Nous restons un leader mondial. Moi, je pense avoir compris pour l'histoire des dividendes aussi. Beaucoup de Attendez, produits oui. structurés Alors. étaient assis sur le fait de toucher les dividendes qui n'ont pas touché. Nous restons un leader mondial sur les dérivés actions. Sur les dérivés actions, il y a plusieurs activités. Vous ne réduisez pas la voilure sur les dérivés Non, actions? et on ne réduit pas la voilure. On réduit on l'a bien indiqué au T2, le stock, le montant de produits structurés que l'on veut avoir ne diminue pas. Ouais. En revanche, c'est la nature des produits qui va changer. Alors, Parce que, comme vous le dites, on a vendu des produits à nos clients qui sont ravis. Nos clients sont ravis. Ils ont eu une protection sur leur capital et un très bon rendement. Mais d'une certaine manière, on a embarqué, nous, des risques au titre de cette promesse de performance que nous couvrons en permanence grâce notamment au marché. au fait de toucher les dividendes. Et alors, dans les pricing, dans les prix, la fabrication des Pardon, prix... c'est un peu technique, mais Oui. c'est très intéressant. Dans la fabrication de ces produits et des prix, on a bien sûr des hypothèses de dividendes, puisque les sous-jacents sont actions. Ouais. Et ce qui s'est passé notamment, c'est qu'on n'avait jamais vu l'annulation de dividendes annoncés. Voilà. Il s'est passé un phénomène dans cette crise, indépendamment aussi de phénomènes de corrélation, etc., cette annulation de dividendes, qui fait qu'on a vendu des choses et qu'on ne pouvait pas rattraper auprès des clients. On n'allait pas se dire au client, ah by the way, on vous a vendu à un certain prix, mais on avait pensé qu'il y aurait un dividende et puis il n'y en a plus. Remboursez-nous. Non. Donc c'est nous qui avons encaissé ce choc. Ouais. Et donc ce qu'on Mais qui a est un dit... choc ponctuel Mais qui voilà. peut durer quelques Mais trimestres. alors voilà, si vous voulez, le point fondamental, c'est ça. C'est qu'on a dit, ah ok, on a donc eu ce choc, on s'attend désormais à une normalisation de ces revenus puisqu'on va changer la nature des produits, qu'on a inventé des nouveaux produits qui ne sont pas sensibles à ces hypothèses de dividendes et dans lesquels on a confiance et qu'on va aussi vendre à nos clients. Donc on pense pouvoir offrir des produits adaptés à ce nouveau contexte de taux à zéro, etc., mais dans lequel on embarquera moins de risques et qui donc, si jamais il y avait la même crise dans 6 mois, 9 mois, 12 mois, n'entraînerait pas les mêmes impacts sur nos résultats. Bon. En termes de résultats pour la SocGen, est-ce que le pire est passé au premier semestre? Je rappelle, perte nette de 1,2 milliard d'euros, dont 1,3 milliard de provisions. Faut comme le rappeler. Alors, et puis surtout, 1,3 milliard d'amortissement de goodwill et d'amortissement, enfin de réduction du stock d'impôts différés actifs. Donc si vous voulez, c'est des pertes qui ne sont pas des pertes en cash. Ouais. C'est pas de la substance. C'est la qui perte part. comptable, comme on dit. C'est la perte comptable, voilà. Donc oui, le pire est clairement, c'est ce qu'on a dit au marché. Nous avons mis derrière nous beaucoup de mauvaises nouvelles et donc on va afficher un deuxième semestre qui sera évidemment meilleur. Derrière, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est continuer à travailler bien sûr sur la rentabilité parce qu'on est dans un environnement, on le sait maintenant avec la crise. Les taux vont rester très bas. Voilà. Est-ce que c'est Pas jusqu'à la fin des temps, mais... Est-ce que c'est pour toujours? Mais enfin, au moins pour les 10 prochaines années, probablement. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. On est dans une phase économique incertaine. On a tel ou tel ajustement à faire, comme on l'a dit, sur certaines activités. Donc on a encore du travail de transformation. Mais oui, nous avons mis derrière nous beaucoup de mauvaises nouvelles. Et les perspectives du deuxième semestre sont évidemment meilleures. J'aurais dû vous en parler avant, Frédéric Oudéa. Il y a ce PGE, ce prêt garanti par l'État. Le gouvernement, Bruno Le Maire a communiqué, il était chez nous aujourd'hui. Les TPE et PME qui ne pourront pas rembourser ces crédits pourront éventuellement les reporter, c'est ça, hein, sur quelques années. Et la question se posait sur du taux d'intérêt. À combien elles pourraient refinancer ces prêts garantis par l'État auprès de leur banque? Le ministre de l'économie nous a dit entre 1 et 3 %. Il se murmurait que les banques voulaient entre 3 et 5 %. Comment il a fait pour vous convaincre? Est-ce que c'est acté? Non. Est-ce qu'il vous a tordu le bras? Et comment est-ce qu'il a fait pour vous On convaincre? n'était pas entre 3 et 5 %. Et il faut bien distinguer différents instruments. Le PGE, comme vous l'avez dit... Pas les prêts participatifs. Attendez, oui, exactement. Mais en tout cas, le PGE, c'est sur un an. Et puis ensuite, à la main du client, Printemps prochain. Oui, bah oui, un an après, il va décider soit de le rembourser, soit d'étaler son remboursement sur une période qui pourra aller jusqu'à 5 ans. Ouais. Le taux, on a pris un engagement, comme on l'avait fait là sur un an, mais évidemment, on se placera avec une perspective de coût de liquidité à 5 ans, le cas échéant, de dire on ne fera pas une marge sur ces PGE. Donc, on va avoir un coût de liquidité, combien ça nous coûte de mettre en place le prêt, de récolter les fonds, et puis on ajoutera la garantie. Alors la garantie, elle double. Donc je rappelle que la garantie, qui est de 25 points de base pour les toutes petites entreprises, passera à 50, puis que ça augmente et que ça pourra aller pour les grandes jusqu'à 2 %. Donc ce 2 % s'ajoutera à un coût de liquidité, éventuellement à 5 ans. On est dans ces ordres de grandeur. Voilà, et simplement ce qu'on dit, nous, c'est on ne peut pas d'ores et déjà aujourd'hui fixer les conditions d'emprunt dans 8-9 mois. Attendons ce qu'elles seront. Mais aujourd'hui, on est dans ces ordres de grandeur.
pour accompagner les TPE et les PME qui ne Voilà, pourront pas. bien entendu. Effectivement, Alors rembourser. ensuite, il y a un autre instrument qui est le prêt participatif, qui est plus justement, au fond, pour des entreprises qui ne pourraient pas rembourser dans 3, 4, 5 ans et qui feraient face à un problème de structure de bilan. Est-ce qu'il y a un instrument de type capital ou quasi-capital qui peut les aider justement à continuer à vivre, à investir? Le ministre nous a dit oui. Oui, bah justement, on est en train d'y travailler, là, voilà, et effectivement, se dessine un instrument avec, là aussi, un travail conjoint de l'État et des banques. Donc on finalise Qui les choses. injecterait ces quasi-fonds propres alors? On continue à en discuter, mais fondamentalement, je pense que ce sont les banques qui seront aussi, encore une fois, à la manœuvre. Il faudra rembourser ces Bien sûr. prêts participatifs. Oui, il faut mais le dans rappeler, une durée plus longue, Ouais. avec encore une fois des conditions de financement, mais qui Sans sont- intervention dans la vie quotidienne de l'entreprise. Voilà, exactement. C'est du quasi-capital dans lequel la banque ne participera pas à des décisions stratégiques, au conseil d'administration, etc. C'est bien ça l'idée. C'est du quasi-capital, donc un truc financier, mais pas en gouvernance. Frédéric Oudéa, il nous reste quelques instants. Je vais vous parler de Ant Group. Ça vous dit quelque chose, Ant Group? Bah oui, parce que vous savez, moi j'ai emmené mon comité exécutif en Chine il y a, je pense maintenant 7 ans. Et on avait été les voir. Et déjà, c'était une très grosse Et entreprise. là, vous avez vu, donc, début d'introduction, en tout cas process qui est lancé d'introduction en bourse. Ça serait une méga IPO, la plus grosse de l'histoire de la bourse. Elle serait valorisée, Ant Group serait valorisé 250 milliards de dollars. C'est 20 fois le poids de la SocGen. Vous vous dites quoi? Vous vous dites la valeur de la tech maintenant, c'est devenu débile et délirant? Ou est-ce que vous vous dites ce sont des monstres dans le domaine des placements financiers, des paiements mobiles et les géants de la finance en Europe, aux États-Unis, peuvent trembler? Ça serait l'équivalent de la deuxième banque américaine en termes de poids boursier. Ça vous inspire Vous quoi? savez, déjà à l'époque, il y a 7 ans, le volume des paiements dans Financial de mémoire, parce que ça remonte à 7 ans, était comparable à celui de Mastercard dans le monde. Il faut juste avoir en tête que c'est des gens qui se traitent un marché d'1,5 milliard d'habitants, ou 1,3 milliard. Que grosso modo, Ant Financial apporte des services financiers, en tout cas à l'époque, il y a 7 ans, aux 700 millions de Chinois qui probablement n'avaient pas accès au système bancaire. Et vous n'avez pas l'équivalent ailleurs d'un quasi-monopole privé. Alors que je simplifie parce qu'il y a d'autres acteurs, Tencent et autres, mais quelque part des entreprises énormes qui ont bénéficié d'un marché domestique gigantesque et avec des Chinois qui ont basculé très vite sur la nouvelle technologie. Aujourd'hui, il n'y a plus de cash qui circule, grosso modo, c'est par des QR codes qui s'échangent de l'argent, qu'ils payent, etc. Bon, voilà. Ce modèle est-il reproductible? Sera-t-il capable de s'exporter? Ça, c'est une autre affaire. Histoire, ouais. C'est une autre affaire, y compris dans le contexte américain, des relations américaines et chinoises. Donc, mais par contre, ça veut dire que la Chine, si on pense aujourd'hui au modèle le plus avancé en technologie dans le secteur financier, c'est en Chine. C'est un sacré pied nez quand même, quand on voyait la Chine comme l'atelier du monde, l'usine du low cost, des contrefaçons. En matière de fintech, ils ont fait très fort très vite parce qu'il y avait des conditions aussi, attention, de gestion de la donnée totalement différentes du cadre européen. Ouais, on préfère être chez nous. Hein. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, invité donc d'Ecorama sur Boursorama, enregistré depuis la REF du MEDEF. Merci. Merci beaucoup.